Alors, j'introduis cette matinale en faisant une courte socio-histoire des représentations des personnes trans dans le contexte de la santé. Comme les termes les suggèrent, la socio-histoire est une approche méthodologique interdisciplinaire qui vise à tenir ensemble analyse historique et analyse sociologique. Donc, cette historisation sociologique permet d'avoir un regard critique sur des questions sociales. La socio-histoire des représentations des transidentités en santé est une thématique très vaste qui nécessite d'être cadrée étant donné le temps dont je dispose. Je ferai donc une socio-histoire de la pathologisation et de la dépathologisation des transidentités. Je prendrai en considération ces aspects médico-sociaux, communautaires et j'essaierai de tenir ensemble la grande histoire et les petites histoires. Je ferai référence à la période entre la fin du 19e siècle jusqu'aux années 2000 environ, en me focalisant sur trois phases clés. En termes d'espace, je ferai référence à l'Europe occidentale, aux États-Unis, en passant par les contextes français. Et je ferai une socio-histoire partielle et je n'ambitionne pas à l'exhaustivité. On peut passer, voilà. Donc, pour entrer dans les vifs du sujet, faisons un bond en arrière de plus de 100 ans qui nous amène dans un espace-temps constitutif des représentations des transidentités en santé à cheval entre le 19e siècle et le 20e siècle et entre l'Europe occidentale et les États-Unis. Donc, tel que documenté par les historiennes Laura Schettini, Susan Stryker, entre autres, mais aussi par les philosophes Michel Foucault et Paul Preciado, c'est une époque charnière traversée par des changements sociaux et technologiques profonds où plusieurs processus sont mis à l'œuvre pour organiser l'espace social et par conséquent les corps. La science s'est substituée à la religion dans l'explication des phénomènes sociaux et s'attribue la compétence d'évaluer et corriger les mœurs et les comportements humains. Elle s'est construite en tant qu'autorité et se confère une fonction sociale et un rôle public. Elle développe et perfectionne différentes disciplines, la sexologie, la pédiatrie, la psychologie, la psychiatrie, l'anthropologie criminelle, entre autres. Comme documenté par l'historien Thomas Laqueur, la médecine renforce les passages d'une vision monosexuelle de l'humain à une vision binaire, donc basée sur l'idée de l'existence de deux sexes opposés et complémentaires. La sphère de la sexualité ainsi que la définition de la masculinité et de la féminité deviennent compétences des sciences médicales et sont également mises au centre de la vie publique. Donc les scientifiques pensent que la sexualité exerce une influence sur le développement individuel et par extension sur le bien-être et le développement des pays. La fonction des reproductions est mise au centre et la médecine se focalise sur l'analyse et la cartographie des sexualités non reproductives, donc qui s'écartent de ces paradigmes. Celles-ci sont interprétées comme pathologiques, perverses, dégénérées ou déviantes, pour reprendre les mots et les imaginaires de l'époque. Donc, dans cette phase, certaines manifestations de dérogation aux normes de masculinité et de féminité sont associées à l'homosexualité. La non-conformité des personnes catégorisées comme déviantes sexuelles commence à être appréhendée comme une dissonance entre antériorité psychique et manifestation corporelle. En 1886, par exemple, le sexologue et psychiatre Richard Freiherr von Krafft-Ebing fait connaître le terme homosexualité, déjà en circulation à l'époque, et conceptualise l'inversion sexuelle. Selon cette conceptualisation, les personnes homosexuelles, hommes ou femmes, auraient des traits psychiques et parfois somatiques corporels, d'où soi-disant sexe opposé. Donc on parle d'hommes efféminés ou femmes masculines. En 1910, les médecins allemands Magnus Hirschfeld conceptualisent et diffusent le concept de travestissement ou transvestisme pour désigner les besoins ou les désirs de porter des vêtements socialement destinés au sexe opposé de celui d'assignation. Donc, la variance des genres et les travestissements sont considérés comme étant un marqueur des désirs homosexuels et non pas associés à l'identité des genres, concept inexistant à l'époque. Une approche corrective et répressive prévaut au sein de la communauté scientifique et a fortiori au sein des pouvoirs publics.
Les autorités institutionnelles de l'État s'allient avec les pouvoirs médicaux pour contenir et gouverner la soi-disant confusion sociale. Donc, sous l'influence de la conceptualisation médicale des déviances, la traversée des frontières entre les masculins et les féminins est perçue comme un danger social par l'État et par conséquent, les travestissements est interprété comme une activité criminelle et punie par la loi. Donc, en Italie, en Allemagne et aux États-Unis, par exemple, entre 1800 et 1900, des réglementations sont approuvées pour interdire aux personnes de porter des vêtements associés à l'autre sexe. Donc, la non-conformité aux normes de genre et sexuelles devient un prétexte pour sanctionner et réprimer une partie de la population, ses formes de sociabilité et de subsistance. Pensons au cas du travail du sexe des femmes et des personnes travesties, mais aussi pour éradiquer ces personnes du tissu social jusqu'à leur enfermement dans les asiles et les hôpitaux psychiatriques. Donc la classification et la criminalisation des déviants sexuels seront également mises au service des projets coloniaux et de la répression des classes sociales les plus pauvres sous prétexte d'éradiquer la criminalité dans les processus d'urbanisation. La photographie devient un outil pour codifier visuellement la déviance, diffuser des stéréotypes et des imaginaires autour des corps et des sexualités, surtout lorsqu'elle était appropriée par la police, les asiles, mais aussi par la presse. Donc, dans cette première période, la médecine et les institutions occupent les champs de la santé et de ses représentations. Un lien direct entre déviance sexuelle et déviance de genre s'est mis en place et les bases sont posées pour une approche pathologique qui sera officialisée, uniformisée à l'échelle mondiale dans la deuxième moitié du XXe siècle. Un langage, donc travestissement ou transvestisme, et des imaginaires, dissonances entre psyché et corps, sont produits et associés à certaines pratiques et à certains sujets. Entre les débuts du XXe siècle et les années 80, nous sommes dans une phase différente. L'endocrinologie, la psychiatrie, les techniques chirurgicales de greffe et de construction des prothèses se développent. Les savoirs médicaux s'internationalisent. Motivés par la logique naissante d'adéquation entre psyché et corps, dans les premières décennies du XXe siècle, des médecins comme Hirschfeld, déjà engagés dans l'étude de l'accompagnement des personnes travesties, commencent à appliquer la chirurgie et l'endocrinologie dans les parcours de certaines patientes de manière expérimentale. Les concepts et les imaginaires du soi-disant changement de sexe commencent à s'affirmer et ils sont de plus en plus séparés sur les plans théoriques du transvestisme ou travestissement et de l'homosexualité qui est formellement dépathologisé au niveau supranational à partir de 1973. Donc les termes transsexualisme ou transsexualité commencent à circuler en milieu scientifique. Henri Benjamin, sexologue et endocrinologue allemand exilé aux États-Unis, s'approprie du terme et le conceptualise entre les années 50 et 60. Il définit le transsexualisme comme un syndrome différent du transvestisme lié au sentiment d'appartenir au sexe opposé et au désir conséquent, je les cite, souvent intense et obsessif de modifier son apparence physique. Donc selon les médecins, ces syndromes ne pouvaient pas être soignés. Il fallait donc démarrer un processus de conversion du corps pour l'ajuster à la psyché. Dans les mêmes années, le concept de genre émerge dans les milieux de la psychologie et sera considéré une dimension de l'identité à part, donc déliée de l'orientation sexuelle. À partir des années 60, aux États-Unis, les premières cliniques multidisciplinaires consacrées entre autres à l'étude et à la prise en charge des changements de sexe sont mises en place. De ces expériences vont naître non seulement de nouvelles conceptualisations, de nouveaux imaginaires, mais aussi de nouvelles pratiques pour la prise en soin des patientes catégorisées à partir de là comme transsexuelles. Tel que décrit par Stryker, en quelques années, la médecine réoriente son intérêt vers ceux qui sont considérés des troubles du genre. En 1980, ces expériences cliniques aboutissent dans l'intégration du transsexualisme au sein de la 3e édition du manuel statistique des troubles mentaux.
Donc, le transsexualisme est classifié et codifié comme une psychopathologie, un trouble, et la médecine s'assigne la mission et l'autorité de les diagnostiquer. Les premiers protocoles pour la transition médicale voient le jour. Ils combinent suivi psychologique, psychiatrique visant au diagnostic, évaluation du succès du changement physique, hormonothérapie et chirurgie. Selon la médecine, le transsexualisme doit être diagnostiqué sur la base des critères fixes et communs, permettant d'établir qui doit être considéré une vraie personne transsexuelle, donc autorisée à accéder aux traitements hormonaux et chirurgicaux. Donc, elle crée des bonnes et des mauvaises candidats, candidates en hiérarchisant les expériences, et la question trans est liée de manière encore plus profonde à la médicalisation. La primauté de la médecine sur l'autodétermination subjective s'affirme et ce processus est défini gatekeeping, donc un concept qui décrit les pouvoirs des professionnels de santé sur les vécus des personnes trans. Ces pouvoirs se manifestent d'un côté dans les contrôles de l'accès des ressources de transition et de l'autre côté dans la création d'un lien de dépendance vis-à-vis des professionnels pour accéder à ces ressources. Comme largement documenté, compte tenu de l'obligation des diagnostics pour accéder à la transition médicale, les personnes apprennent à raconter leur histoire de manière stratégique lors des consultations, afin d'accéder aux soins. Les manuels statistiques des troubles mentaux est utilisé comme référence et outil d'harmonisation des langages et des pratiques entre professionnels de santé au niveau international. Ces représentations du transsexualisme ainsi que les pratiques de diagnostic sont donc diffusées à l'échelle mondiale. En France, les premières équipes autoproclamées officielles pour la prise en charge du transsexualisme se constituent en 1979. Selon la reconstruction du chercheur Maxime Forster, déjà au fil des années 30, les magazines Voilà produit un dossier thématique sur les premiers changements des sexes. Ces expériences commencent également à faire l'objet des romans et d'autobiographies. Dans l'après-guerre, la télévision médiatise des stars internationales du cabaret comme Cossinelle pour la France. Ces images contribuent à l'affirmation et à la représentation publique de la transsexualité et elles influencent la pratique de certains cliniciens. Ainsi, dans cette phase, les processus d'invisibilisation sociale et médicale des transitions masculinisantes et des hommes trans s'installent. Les transitions vers le genre féminin sont mises au centre des représentations et de l'attention du public, en considérant que les genres masculins occupent une place dominante dans la société. Les cas des déclassements des genres représentés par les transitions féminisantes sont considérés éclatants. En contexte médical, les expériences des femmes trans sont mobilisées comme paradigme pour définir les transsexualismes et les protocoles des transitions. En s'emparant de la philosophie féministe des sciences, le sociologue Emmanuel Bobatti a affirmé que ces traitements donc différentiels entre femmes trans et hommes trans témoignent de l'androcentrisme scientifique qui forge la médecine, c'est-à-dire qu'en fabriquant plus volontiers la féminité que la masculinité, la médecine reflète des intérêts et des dynamiques des pouvoirs genrés et renforce l'idée que la féminité soit constructible et artificielle. En effet, la théorisation du transsexualisme et des parcours de transition révèle la manière la plus socialement acceptée d'être des femmes et des hommes dans l'espace social, c'est que la chercheuse Eleonora Garosi a défini transnormativité. Dans cette deuxième phase, les personnes trans s'organisent pour répondre à leurs besoins de santé, d'abord au travers des réseaux informels et ensuite au travers les premières associations. Donc, pour remettre l'accent sur les contextes français, Karine Espineira a nommé cette période « sortir de l'isolement même au prix de la marginalité ». L'écart entre sensationnalisme médiatique et vie quotidienne des personnes trans est énorme. Les espaces d'existence et les possibilités de subsistance sont extrêmement réduits. Parmi les rares espaces de subsistance qui ont été documentés à ce jour figurent les milieux des cabarets parisiens de l'après-guerre où des femmes trans sont employées comme performeuses. Comme documenté par Forster, en plus d'être un espace de travail, les cabarets sont un espace de rencontres et d'échanges. Au niveau microsocial, les connaissances sont mises en commun
et transmise, les personnes les plus expérimentées facilitent l'accès aux hormones et à la prise de contact avec des médecins et des chirurgiens. Nous pouvons penser à ces partages comme en forme de médiation avant l'heure basée sur les soutiens mutuels entre pairs. En 1965, Marie-André Schwindenhammer, j'ai toujours du mal à prononcer son nom de famille, crée celle qui, à l'heure actuelle, est considérée comme la première association trans en France, donc l'association Aide aux malades hormonaux, qui se donne pour mission d'interagir avec les institutions ayant un pouvoir décisionnel sur la vie des personnes trans et qui façonne une vision de la santé à partir des conditions de vie matérielles des personnes concernées. L'association demande le respect de la dignité humaine, la garantie d'accès à la santé et au travail, la reconnaissance administrative au travers de la délivrance des documents d'identité conformes au genre social de la personne, le respect de la liberté de circulation et d'existence dans l'espace public et l'arrêt des abus policiers. Malgré les choix d'endosser un discours pathologique en présentant les personnes trans comme des malades hormonaux, on peut faire l'hypothèse que le contexte de l'époque imposait un certain pragmatisme stratégique à l'obtention d'une reconnaissance sociale et de l'amélioration des conditions de vie. Donc l'association articule une vision holistique de la santé sans réduire la transsexualité à la seule transition médicale au sein de la clinique. Au contraire, elle demande, donc je cite les statuts de l'association, d'assurer aux personnes trans un avenir dans la société. Pour approfondir les histoires sur les premiers espaces associatifs en France, vous pouvez consulter les travaux de Karine Spineira, Modius Thomas et Maxime Forster. Donc, une dernière période de cette socio-histoire est celle entre les années 80, pas dernière période, mais bon, pour aujourd'hui, entre les années 80 et les années 2000. À la fin des années 80, plusieurs conditions sont en place pour faire émerger dans l'espace public en France et à l'international des représentations issues des communautés trans. Une nouvelle génération de personnes trans prend la relève, dont plusieurs ont fait l'expérience des engrenages médicaux et juridiques imposés par la psychiatrisation. Mais il s'agit entre autres d'une génération socialisée par la crise du sida, les expériences d'émigration, des travails du sexe, par les mouvements féministes, les mouvements gays et lesbiens, les mouvements syndicaux et au sein des différentes subcultures sexuelles. En contexte scientifique, des connaissances critiques s'affirment. Elles dévoilent la supposée objectivité et neutralité de la médecine en montrant que celle-ci est une science sociale au sens où elle n'est pas en dehors de la société, mais plutôt influencée par les croyances qui circulent. Ces croyances impactent la vision de ce qui doit être considéré comme sain ou pathologique. La biologie et la philosophie des sciences féministes déconstruisent les modèles bicatégoriels sur lesquels reposent les théories du sexe biologique, en démontrant que celle-ci n'a pas une structure binaire. Les études de genre s'approprient les concepts de genre et démontrent que les genres masculins et féminins ne sont pas des propriétés innées du corps, mais plutôt produits collectivement, socialement et historiquement. Internet se développe et ouvre de nouveaux espaces d'information, de communication, de partage et a fortiori d'action. À partir du début des années 80, des années 90, ces conditions et d'autres impulsent la création d'un riche tissu associatif trans, l'émergence des mouvements pour la dépathologisation et des perspectives trans en recherche. Pour ce qui est né du tissu associatif français, je vous conseille le livre d'Espineira, Transidentité, ordre et panique du genre. Aujourd'hui, je me limite à souligner un passage important. Les années 90 sont caractérisées par l'épidémie du VIH-Sida, qui touche avec une violence particulière les femmes trans, surtout celles qui sont racialisées, migrantes, travailleuses du sexe et membres des subcultures gays où le virus circule activement. En France, c'est une association née de la lutte contre le VIH-Sida et des communautés de femmes trans migrantes d'Amérique latine qui inaugure l'explosion associative trans des années 80. Donc, il s'agit du PAST, qui naît en 92 par l'initiative de Camille Cabral et promeut la prévention auprès des franges les plus marginalisées des communautés trans, éloignées de tout système des droits, exclues de la lutte au VIH-Sida et discriminées en contexte hospitalier en tant que personnes trans, migrantes et travailleuses du sexe.
Donc l'EPAST sera avant tout un projet d'aller vers, basé sur la prévention du VIH sur les lieux de travail du sexe et se constituera en association au fil des années. Merci. Perspective théorique et militante ancrée dans la culture des droits humains, les mouvements pour la dépathologisation a été formalisé en réseau international depuis les années 2000 en se caractérisant comme une mobilisation des ripostes à l'histoire des pathologisations des personnes trans et intersexes. Quant aux transidentités, ces mouvements luttent pour qu'elles ne soient plus considérées comme une pathologie, pour que les transitions médicales et administratives ne soient pas conditionnées à l'obtention d'un diagnostic, mais basées sur les consentements libres et éclairés de la personne. Pour donner quelques exemples, parce que les revendications sont beaucoup plus... la liste est beaucoup plus longue. Donc, les mouvements pour la dépathologisation a également appelé à la dépathologisation du langage et des pratiques des recherches. Depuis les années 90, les mouvements trans ont milité pour l'abandon et les refus du langage médical et mis en pratique l'adoption de nouveaux langages. Les termes transgender, par exemple, se diffusent aux États-Unis. Il décrit une alliance et une expérience commune entre les différentes formes de non-conformité aux normes de genre. Il est donc utilisé comme terme parapluie afin de dépasser les hiérarchies créées en contexte médical. Selon Espineira, ce terme a été introduit en France et traduit comme transgenre par différents activistes, dont Armand Otimski et Hélène Azera. Les termes transidentité émergent également de ces processus. Forgé dans l'espace germanophone, il est introduit en France dans les années 2000 par l'association Support Transgenre Strasbourg. Il a pour objectif de dépasser les mots transsexualité d'origine médicale en remplaçant le concept d'identité à celui de sexualité. Il vise à décrire de manière plus exacte et non pathologique les expériences trans. Enfin, entre la fin des années 80 et le début des années 90, émerge en contexte universitaire états-unien les champs de Trans Studies. Une démarche similaire démarre en France à partir de la fin des années 90, d'abord en dehors du contexte universitaire et ensuite dans les milieux de la recherche, grâce aux contributions fondatrices du collectif ZOO, propulsé par Sam Boursier, et des chercheuses Karine Espineira, Maudius Thomas et Paul Preciado, entre autres. Donc les Trans Studies et les études trans sont un champ d'études interdisciplinaires dans lesquels, d'objets de connaissances, les personnes trans deviennent les sujets de la production scientifique. Ces études ont façonné de nouveaux paradigmes et de nouveaux concepts. Ils ont sorti de l'invisibilité les personnes non trans en les nommant personnes cisgenres. Ces mots décrivent les personnes s'identifiant au genre qui leur a été assigné à la naissance et permet de cerner les avantages dérivant de cette position sociale, tout en faisant émerger les réalités spécifiques aux personnes trans. Il permet également de complexifier la compréhension des rapports de pouvoir structurels construits autour du modèle sexe-genre binaire. Ensuite, le mot cisgenre a permis de conceptualiser la cisnormativité, donc une forme de normativité qui structure les sociétés occidentales et qui efface ou invisibilise l'existence des personnes trans. On peut passer à l'autre. Ouais. Donc, ce concept a été systématisé et popularisé, entre autres, grâce à l'étude TransPulse, une recherche communautaire menée dans la province canadienne de l'Ontario, visant à comprendre l'impact de l'exclusion sociale dans l'accès à la santé des personnes trans. Donc, je cite la définition des cisnormativité tirée de cette étude. La cisnormativité décrit l'attente que toutes les personnes ne sont pas trans, que celles qui ont été assignées hommes à la naissance vont toujours devenir des hommes et que celles qui ont été assignées femmes à la naissance vont toujours devenir des femmes. Cette supposition est tellement omniprésente qu'elle n'avait pas encore été nommée. La cisnormativité façonne les activités sociales telles que l'éducation des enfants, les politiques et pratiques des individus et des institutions et l'organisation du monde social au sens large, à travers la manière de recenser les personnes et d'organiser les soins de santé. La cisnormativité interdit la possibilité d'une existence ou d'une visibilité trans. En tant que telle, l'existence d'une personne trans dans les systèmes comme celui des soins de santé est trop souvent imprévue et produit une sorte d'urgence sociale
car les personnels et les systèmes ne sont pas préparés à cette réalité. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour la socio-histoire et je passe la parole. Oui, super. Ok, c'est pas facile d'arriver derrière. Moi, je voudrais remercier l'IREPS avec qui on a beaucoup de plaisir à collaborer ces dernières années, et aujourd'hui plus particulièrement Andrea Sani qui nous invite. Et aussi, je suis vraiment très heureux que cette matinée m'ait donné de nouvelles occasions de réfléchir et de travailler avec Clark. Et je suis aussi heureux en fait que vous soyez mobilisés si nombreuses et nombreux aujourd'hui autour de ces questions importantes, et ce, malgré les difficultés de transport et la pluie. Dans un tout petit premier temps, je vais vous présenter Rita. Du coup, Rita, c'est une association féministe de santé communautaire trans et intersexe. Notre travail il repose depuis 10 ans maintenant sur l'engagement exclusivement bénévole de toute l'équipe. On a fait le choix tout ce temps de fonctionner sans subvention, sans salariés et sans local propre. Du coup, notre histoire, elle commence à la fin des années 2000, début des années 2010. Cette période, elle était difficile sur la question de l'accès aux soins, même primaires, et pour l'accès au parcours de transition pour les personnes trans. Les refus de soins étaient systématiques et généralisés. À cette époque, on était plusieurs à faire partie d'une asso de santé communautaire LGBTI, et on avait ouvert des permanences d'accès aux soins pour toutes les personnes LGBT. Ces permanences, elles ont très vite dressé un constat qu'on a trouvé alarmant, c'est qu'on ne recevait que des personnes trans. Toutes étaient confrontées à des difficultés majeures dans leurs parcours médicaux, y compris dans une dimension de non-recours aux soins. Du coup, on a choisi d'avancer pas à pas pour franchir ces obstacles et pour trouver des issues. Assez rapidement, on a interpellé le planning familial de Grenoble, qui était comme nous une asso féministe, avec des médecins que nous savions engager sur différents terrains. Et on est rentré dans des logiques de partenariat, et comme ça, on a pu contribuer activement à la formation des salariés et des bénévoles. Alors en 2014, Rita a mis en place les premières permanences collectives d'accueil et d'information pour les personnes trans et ou intersexes, et pour les personnes en questionnement. Les médecins se sont engagés, se sont formés cette même année, et les premiers accompagnements médicaux, à savoir des suivis et des initiations de traitements hormonaux, sont mis en place au planning de Grenoble dès 2014. Alors, dans notre manière d'accompagner les personnes, dès le début, on a décidé d'aborder les choses avec pragmatisme, dans l'idée d'apporter des réponses les plus pertinentes possibles, en tout cas, aux besoins repérés. Du coup, voilà très rapidement ce sur quoi repose l'accompagnement tel qu'il est pensé aujourd'hui, sachant qu'il continue de s'adapter à l'évolution des besoins. Du coup, on a mis en place des permanences collectives qui sont un support fondamental pour l'accueil, l'information, l'orientation, mais aussi pour faciliter l'entraide et le partage. Sont pour nous des espaces de lutte contre le rejet et l'isolement dans cette société où, rappelons-le, les personnes trans sont souvent au carrefour de nombreuses difficultés. On propose donc 2 permanences qui sont dédiées aux personnes trans et en questionnement chaque mois, et des soirées réservées aux proches tous les 2 mois. Dans cette même dynamique, on organise des événements plus ponctuels qui sont là pour favoriser le lien social et l'autosupport. Du coup, les permanences collectives. Un autre de nos endroits importants, c'est les entretiens individuels ou familiaux, qui sont pour nous un outil majeur pour explorer des questionnements, pour faire face à un éventuel mal-être, mais aussi pour aborder des stratégies face aux discriminations vécues. Dans le cadre du partenariat avec le planning de Grenoble, les personnes sont reçues à leur convenance par les bénévoles de Rita, par des conseillères du planning ou par un travailleur social pair. Elles ont aussi accès à des consultations médicales qui peuvent avoir plusieurs fonctions, notamment l'initiation et le suivi des traitements hormonaux, mais aussi les soins gynécologiques et la santé sexuelle. Notre travail, il vient s'asseoir sur 3 axes importants que je ne vais pas développer aujourd'hui, mais que c'est trouvé important de citer, qui sont la réduction des risques infectieux,
l'accompagnement des enfants et des ados. Et le dernier axe, mais pas le moindre, regarde la réduction du risque suicidaire. On va y revenir un peu plus tard. Tout de suite d'ailleurs. Du coup, aujourd'hui, puisqu'il s'agissait de déconstruire des idées reçues autour des questions de santé pour les personnes trans, je vais vous raconter un peu comment on a été interpellé dernièrement par une psychologue de l'Agglo. Elle venait de recevoir pour une première consultation une personne qui était en questionnement sur son identité de genre, et sur son identité et son genre, et son identité de genre. Mais elle s'interrogeait à propos des signes de souffrance psychique qu'elle avait repérés chez cette personne, et en fait elle cherchait à déterminer si la transidentité de son patient pouvait être la cause de la souffrance qu'elle avait repérée. Du coup, un peu son idée reçue, c'était « Ok, j'ai bien compris tout ce que Clark a expliqué, la dépsychiatrisation. Du coup, ok, soit la personne est trans, soit elle vit avec des troubles psy. » Bon, cet éclairage socio-historique a été passionnant, mais nous, on aime aussi beaucoup partager les travaux de la commission scolaire de Montréal, qui en 2016 s'est très largement penché sur la question de l'accompagnement des élèves trans et a érigé des principes fondamentaux que, bien sûr, je vous invite à découvrir, qui sont disponibles sur Internet facilement, et dont le premier des principes fondamentaux donne le ton. Il dit « Être trans est une variation normale du développement humain ». Voilà donc notre point de départ. D'un autre côté, pour nous, la santé mentale, elle ne concerne pas en soi l'absence ou la présence de troubles psychiques, dans le sens où, par exemple, on peut avoir une bonne santé mentale en vivant avec des troubles psy, comme on peut être en mauvaise santé mentale quand bien même on n'a pas de troubles psy. On a donc toutes et tous une santé mentale et on est donc toutes et tous concernés par cette question. On garde bien en tête qu'une personne sur 4 ou 5 vit avec des troubles psychiques. C'est donc important de le prendre en compte aussi au travers des autres discriminations auxquelles sont exposées les personnes trans. On sait que la santé mentale dépend à la fois de facteurs internes à la personne, comme par exemple des vulnérabilités spécifiques, mais aussi des ressources personnelles, etc. Mais elle dépend aussi de facteurs externes, comme les conséquences délétères de la psychiatrisation, comme la stigmatisation, le rejet, l'isolement, etc. Au sein de l'équipe d'accueil de Rita, on a la chance d'avoir 2 personnes trans qui sont aussi concernées par des troubles psy ou neurodéveloppementaux. La composition de notre équipe, pour nous, est un atout majeur dans l'accueil et l'accompagnement de tout le monde. On sait que la prévalence sur la vie entière du risque suicidaire dans la population trans, elle approche les 50%. Or, lorsque les personnes trans sont accompagnées et soutenues, notamment dans leur accès aux soins, ce même risque suicidaire rejoint celui de la population générale. On sait aussi que quand elles sont bien accompagnées, les personnes qui vivent avec des troubles psychiques, elles ont plus de chances de se rétablir. Et c'est précisément dans ce paradigme de rétablissement que s'est développée la médiation en santé et l'accompagnement par les pairs. Donc l'environnement social et l'entourage des personnes trans vont venir impacter vraiment très fortement leur santé mentale. Par exemple, le manque de reconnaissance, voire le rejet ou les violences en milieu familial, en milieu professionnel, en milieu scolaire, la transphobie et les discriminations sont autant de barrières à l'épanouissement des personnes. Ces dernières années, nous, on observe sur le terrain une dégradation sérieuse, générale et vraiment conséquente de la santé mentale des personnes trans. Et cette dégradation, elle est plus importante encore depuis la crise sanitaire du Covid. Par ailleurs, les personnes trans qui vivent avec des troubles psychiques sont particulièrement exposées dans ce contexte. Donc le fort héritage de la médicalisation des transidentités vient pousser les personnes qui vivent avec des troubles psy toujours plus fort à s'auto-pathologiser, à s'auto-stigmatiser, et ça vient les conduire bien souvent à s'éloigner encore plus du soin et des accompagnements communautaires. Voilà. Ça, c'était pour déconstruire ce premier lieu commun. La deuxième idée reçue à laquelle on a décidé de s'attaquer aujourd'hui, une autre idée reçue qui a la peau dure, c'est l'idée qu'il existerait de vraies ou de fausses personnes trans.
Alors c'est une question qui a émergé par exemple lors de la dernière formation à l'accompagnement médical des personnes trans qu'on a dispensée en partenariat avec les médecins du planning familial de Grenoble. Alors comme on l'a vu dans la présentation de Clark, aux États-Unis dans les années 60, les psychiatres ont instauré un diagnostic différentiel entre les transsexuels primaires et les transsexuels secondaires. Seuls les transsexuels primaires, je mets des gros guillemets, hein, transsexuels primaires et secondaires, du coup seuls les premiers et premières dont le transsexualisme remonterait à la petite enfance pourraient avoir un accès aux hormones et à la chirurgie. Dans leur ouvrage Transidentité et Transitude, le dernier ouvrage de Karine Espinera et Modios Thomas, les deux chercheuses décrivent comment, dans le milieu des années 90 en France, au sein des associations parisiennes, naissait ou renaissait un conflit terminologique qui venait mettre en opposition les transsexuels et les transgenres. Alors la littérature médicale et les médias confortent systématiquement l'imaginaire selon lequel les transsexuels, à l'époque, ont recours à la chirurgie génitale et viennent se définir par cette chirurgie, cette opération. Alors, en dehors du fait que cette dichotomie, elle provient d'une vision très occidentale, elle ne vient faire sens en aucun endroit pour nous. Pourtant, c'est bien dans ce contexte que la question du conflit, de la division, de l'opposition vient en fait poser la question sous-jacente de la définition. Qui formule la définition et comment est-elle formulée ? Dans le travail d'accompagnement global, dépsychiatrisé et collaboratif que nous développons depuis 10 ans, nous n'avons jamais eu de cesse de penser les personnes trans elles-mêmes et donc de nous penser nous-mêmes comme des collaboratrices, actrices de nos parcours de santé. C'est pour cette raison que nos actions sont pensées pour laisser systématiquement la plus large place aux personnes en questionnement. Notre travail d'association de santé communautaire n'est pas une entreprise de détermination. Nous n'avons pas pour mission ni pour objectif de déterminer les personnes. Au contraire, on s'est donné pour mission de mettre en place les conditions d'un accueil le plus respectueux et bienveillant possible pour toutes et tous, de la même façon que nous soyons face à une personne trans, face à une personne en questionnement, ou encore face à une personne trans en questionnement. Le fait est que nous voulons toujours garder central le principe d'autodétermination. Voilà. Je vais reprendre le micro. Je vais juste... Ah oui, la suite. Mais juste ça, parce qu'après, il a l'effet. Ah. Alors, je me présente aussi. Donc, depuis février 2021, je travaille comme sociologue dans la recherche personnes trans et PrEP. L'étude est financée par SIDAction et menée en partenariat entre l'INED, les associations Accept-Tester et PAST, basées à Paris, et deux CEGID franciliens. Donc, PrEP est l'acronyme des prophylaxies pré-exposition. En ligne générale, il s'agit d'un traitement préventif qui s'adresse aux personnes séronégatives pour prévenir l'infection du VIH dans des situations d'exposition à risque. Personnes trans et PrEP est une étude qualitative et opérationnelle qui vise à la fois à produire des connaissances sur la manière dont les personnes trans se sont appropriées ces traitements et à développer ou affiner des pratiques d'intervention pouvant être mises à profit et pérennisées au sein des associations partenaires. Donc, Accept-Tester, les PAST et les deux partenaires hospitaliers ont constitué les terrains privilégiés de l'enquête. Ces deux associations, donc Accept-Tester et PAST, ont émergé de la lutte contre le VIH-Sida et des communautés de femmes transmigrantes d'Amérique latine. Comme je l'ai déjà mentionné, les PAST a été créé en 1992 par Camille Cabral, une médecin et activiste trans d'origine brésilienne. Accept-Tester a été créé en 2010, entre autres par des ex-membres du PAST, donc Giovanna Rincon, colombienne, Chris Vallée, d'origine péruvienne, et Claudia Anjos, portugaise. Ces associations partagent la mission d'accompagner et soutenir les personnes trans dans l'accès à la santé, ainsi qu'au niveau social, administratif et juridique. Selon son rapport d'activité, Accept-Tester a accueilli en 2021 79 des femmes trans et 79% des femmes trans et 9% d'hommes trans. Parmi ces bénéficiaires, 70% ne sont pas de nationalité française, dont la moitié sont sans papier, et 65% vivent du travail du sexe.
En 2020, presque les 90% des bénéficiaires du PASS étaient des femmes trans et la population issue d'Amérique latine et d'Afrique du Nord constituait la plupart de la file active. Donc pour cette dernière partie de la conférence dialoguée, je vais mobiliser des extraits d'entretien issus de cette recherche. J'aimerais déconstruire deux stéréotypes ou lieux communs parmi ceux que j'ai rencontrés chez les soignantes. La déconstruction de ces idées reçues me permettra d'aborder du même coup la question de l'intersection des oppressions et de montrer que les personnes trans sont une population hétérogène. Donc, au-delà de la transphobie et de la cisnormativité, selon les parcours, les personnes trans peuvent être vulnérabilisées par la misogynie, les statuts de sans-papiers, le racisme, la présomption d'hétérosexualité, la stigmatisation du travail du sexe et l'imbrication de ces oppressions cause un accès inégal à la santé par rapport aux personnes cisgenres, mais aussi au sein de la population trans elle-même. Donc, on a un premier lieu commun que j'ai appelé exotisation des femmes trans migrantes et exilées originaires d'Amérique latine. Donc, je cite les premiers extraits d'entretien avec un médecin de santé publique et chef de service d'environ 60 ans. Les suivis des personnes transgenres bénéficiaires de l'association est compliqué parce que leur mode de vie est compliqué. Il y a une difficulté à être présent en fait à des rendez-vous, voilà, mais qui sont aussi liés à des modes de vie plus difficiles. Deuxième extrait d'entretien, c'est une infirmière dans un CEGID d'environ 60 ans qui m'a dit lors d'un entretien « Je trouve qu'il y en a beaucoup quand même dans ces pays-là, les pays du Brésil. Est-ce que c'est dans la culture? En Thaïlande aussi, il paraît qu'il y en a beaucoup. » Donc je voudrais mettre en exergue le concept d'exotisation qui décrit une manière propre à l'Occident de reconstruire, interpréter et justifier l'existence des populations et des cultures non occidentales et de les intégrer dans son imaginaire comme des fantasmes. J'utilise ces concepts pour désigner le fait de déconnecter les personnes non occidentales de leur contexte d'origine, de leur parcours de vie et de les recontextualiser dans l'espace occidental selon ce qui est considéré normal ici et maintenant. Ce processus rend inévitablement ces personnes dissonantes ou étranges et par conséquent hyper visibles. Donc l'exotisme n'est pas une propriété d'une personne ou d'un espace géographique, mais plutôt la caractéristique d'un regard, d'une vision de l'autre. Et l'exotisation s'apparente donc aux préjugés, aux discriminations et au racisme. J'aimerais déconstruire l'idée qu'il y a un mode de vie qui appartiendrait à une partie des communautés transmigrantes. Il s'agit ici des femmes trans issues de l'immigration des pays d'Amérique latine et qu'auprès de cette communauté, la transidentité serait un trait culturel que l'on ne retrouverait pas dans un pays comme la France ou plus généralement en Europe occidentale. Je voudrais insister sur les conditions sociales qui déterminent ces soi-disant modes de vie. La grande majorité des usagères originaires d'Amérique latine et travailleuses du sexe sont très mobiles avant d'arriver en France. Dans leur pays d'origine, la mobilité est déclenchée par des raisons économiques qui s'imbriquent avec la question des genres et des discriminations. Il faut tenir compte du fait qu'il y a une diversité parmi les pays d'Amérique latine et au sein d'un même pays. Donc, depuis quelques années, les femmes trans issues du Brésil et du Pérou sont les plus représentées au sein des communautés trans migrantes en France. Certaines sont originaires des zones rurales, elles sont issues des classes défavorisées et souvent leur transidentité n'est pas acceptée par leur famille. Donc, les départs du lieu d'origine et l'éloignement du foyer familial coïncident avec les démarrages de mobilité liés à la possibilité d'autodétermination économique et des genres. L'éloignement de la famille d'origine et la transphobie ont des retombées sur le décrochage scolaire et l'entrée dans le travail du sexe, un métier et un moyen de survie disponible en l'absence des politiques sociales et des travails adaptés. Une fois quittés les lieux d'origine, avant d'arriver en France, certaines cumulent plusieurs types de migration, donc migration interne au pays et migration multinationale, c'est-à-dire qu'elles vivent ou passent par plusieurs pays comme l'Italie ou l'Espagne avant d'arriver en France.
Et peut-être elle répare. Voilà, on pourra en parler après parce que c'est assez complexe. Une fois arrivée en France, la criminalisation indirecte des personnes migrantes et du travail de sexe pousse un grand nombre de ces femmes à se déplacer constamment sur les territoires afin de pouvoir travailler et se loger. La plupart des femmes trans migrantes que j'ai interviewées n'ont pas de logement fixe, elles vivent dans des Airbnb ou des appartements loués pour travailler. Elles gardent souvent un lien, presque toujours un lien avec leur famille d'origine, dont elles deviennent les pourvoyeuses principales. Donc l'effet d'être étrangère, sans papier et trans rend difficile l'accès au logement et impossible l'accès au travail salarié. En raison de cette précarité dans laquelle elles sont poussées et de leurs besoins, la santé n'est souvent pas considérée comme prioritaire par rapport à la nécessité de payer son loyer, de se nourrir et de soutenir sa famille. En plus, leur organisation temporelle n'est pas normative. Non seulement elles sont souvent en déplacement, mais elles travaillent la nuit. Donc tout cela impacte les rythmes de vie, la qualité du sommeil, l'accès à la santé, etc. D'où la difficulté parfois à honorer des rendez-vous de santé sans compter la barrière de la langue et administrative qui sont minimisées par la médiation en santé des associations. Ces membres des communautés trans et migrantes sont donc à l'intersection de plusieurs oppressions qui les vulnérabilisent socialement et face au VIH. On parle de misogynie, transphobie, racisme, stigmatisation du travail du sexe, sérophobie, entre autres. Donc, en Île-de-France, la prévention du VIH est particulièrement investie par les associations qui accompagnent les personnes trans, migrantes et travailleuses du sexe. Et cela également comme porte d'entrée dans les soins et dans une prise en charge de santé plus globale. Comme relevé pendant l'étude, surtout pour des femmes trans sans papier, les consultations PrEP au Cégide peuvent représenter leur seule visite médicale. Donc ici, les prescripteurs ou la prescriptrice PrEP peut mettre en place une consultation comme celle d'un médecin traitant. Ces consultations sont également l'occasion de rencontrer la médiatrice en santé qui représente l'association en contexte hospitalier et lui soumettre plusieurs types de demandes, de besoins. Donc pour toutes ces raisons, les femmes transmigrantes sont présentes comme usagères des services d'infectiologie et très visibles dans l'espace hospitalier en tant que femmes non blanches, trans, qui ne parlent pas français, donc hispanophones ou lusophones, et souvent accompagnées par les médiatrices en santé des associations. Donc, leur hypervisibilité a une dimension sociologique et politique plutôt que culturelle. Elle est due au fait qu'il y a des services en direction de ces populations et que ceux-ci ont été développés à la suite des mobilisations collectives. Donc, le deuxième lieu commun, c'est un lieu commun par rapport à l'effacement des hommes trans au niveau social et dans les milieux de la santé. Donc, j'ai une première citation. Toujours le même médecin de santé publique et chef de service qui m'a dit on ne voit pas d'hommes trans dans mon service, je ne sais pas pourquoi, mais ils sont les bienvenus. Deuxième citation d'une directrice du volet scientifique d'une grande association de lutte contre le VIH-Sida en France qui m'a dit pourquoi il y a des hommes trans maintenant, ils n'étaient pas là avant. Et troisième citation, toujours la même infirmière qui m'a dit il y a plus de femmes trans. Donc, sans rentrer dans un débat quantitatif sur les pourcentages d'hommes et de femmes trans dans la population, ces trois affirmations me permettent de déconstruire les lieux communs qui veulent que l'existence des hommes trans soit un phénomène social nouveau, que ceux-ci soient moins nombreux par rapport aux femmes trans et que par conséquent, ils soient moins nombreux dans les systèmes de soins. Je pense qu'il serait important de prendre en considération trois niveaux, donc un niveau historique, un niveau sociologique plus général et un dernier niveau lié au contexte de la prévention du VIH. Premièrement, il y a une question de mémoire historique partagée. L'histoire des transidentités, comme celle des femmes et d'autres groupes qui ont été minorisés, ne fait pas partie de cette mémoire partagée. Les transidentités comme sujet d'étude ont été dévalorisées et ostracisées pendant longtemps en recherche, en dehors des disciplines comme la psychologie et la psychiatrie, et comme sujet porté par des personnes concernées.
À cela, il faut ajouter que les personnes trans sont encore aujourd'hui minorisées en recherche, donc en tant que chercheuses et chercheurs. Donc dans ces conditions, rechercher sur son passé n'est toujours pas un travail aisément accessible. Malgré l'attention renouvelée sur les archives trans, beaucoup de travail reste à faire. Il y a une multitude de traces des personnes assignées femmes qui ont décidé dans le passé de vivre intimement ou socialement en tant qu'hommes. Toutefois, en étant le concept de transidentité relativement récent et marginalisé, ces expériences ont été interprétées par les historiens et les historiennes sans prendre en compte l'hypothèse de la transidentité. L'on parle plutôt de, entre guillemets, femmes qui s'habillent en homme pour s'émanciper ou pour des raisons liées à l'orientation sexuelle lesbienne. Donc, l'hypothèse de la présence d'un désir d'incarner la masculinité chez ces personnes et de vivre socialement en tant qu'homme n'a presque jamais été pris en compte jusqu'à récemment. Il y a tout un travail qui reste à faire pour relire ces expériences en tenant compte de l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'hommes trans avant l'heure. Donc, pour les personnes intéressées par ces réflexions autour des archives du passé, je vous conseille le livre de Clovis Maillet, Les genres fluides des Jeanne d'Arc au centre trans, et celui de Leslie Feinberg, Transgender Warriors. Deuxièmement, les études des genres et les études trans ont documenté que les transitions féminisantes sont plus visibles de celles masculinisantes. Comme le genre masculin est considéré la norme et l'universel, il passe plus inaperçu dans l'espace social. En plus, il est socialement moins accepté qu'une personne assignée homme s'efféminise plutôt que le contraire. Les hommes trans qui se conforment à certaines présentations de genre ne sont donc pas repérés en tant que personnes trans dans l'espace public, mais plutôt en tant qu'hommes cisgenres ou non trans. Cela ne signifie pas qu'ils n'existent pas ou qu'ils ne vivent pas la transphobie. Tout simplement, certains sont moins visibles en raison des dynamiques genrées qui caractérisent l'espace public. En plus, comme on l'a vu, les transitions vers les masculins et les hommes trans sont beaucoup moins médiatisés au sein par les médias. Enfin, je souhaite parler du contexte du VIH qui exemplifie l'effacement et l'exclusion des hommes trans en santé. Donc, historiquement, les hommes trans ont été exclus de la recherche, des recherches sur la prévention pour plusieurs raisons. Donc, aujourd'hui, je vais parler juste de deux raisons. Donc, premièrement, une présomption d'hétérosexualité assignée socialement et par la médecine. Et deuxièmement, les biais cisnormatifs des catégories épidémiologiques qui sont utilisés dans la lutte au VIH-Sida. Donc, la pathologisation des hommes trans par la médecine a renforcé les stéréotypes qui les considèrent comme des lesbiennes ayant transitionné vers le genre masculin. Selon cette vision, ces personnes deviendraient des hommes hétérosexuels car ils seraient toujours attirés par des femmes et par conséquent, ils ne seraient pas au risque d'acquisition du VIH. Donc non seulement cette croyance n'est pas ancrée dans la réalité car il y a plusieurs orientations sexuelles qui sont représentées chez les hommes trans avant le début d'une transition, mais aussi l'orientation sexuelle n'est pas immuable, elle peut changer au fil de la vie et même après le début d'une transition. Donc deuxièmement, les catégories de santé publique développées pour réfléchir à la prévention du VIH et en faire la promotion ne prennent pas en compte l'existence des hommes trans. On peut penser à la catégorie des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, donc des HSH, qui sous-entendent des hommes qui ont un pénis et cisgenres. En étant des hommes pensés de cette catégorie, les hommes trans en sont exclus. Donc, les hommes trans sont conscients de ces exclusions des dispositifs de santé. Ils savent qu'ils sont une exception inattendue aux yeux des soignants-soignantes. Donc, dans le cadre de la recherche Personnes trans et PrEP, les participants interviewés ont reporté non seulement les manques de connaissances des professionnels de santé par rapport à leur parcours et leurs besoins, mais aussi en raison de leur effacement social et en recherche et de la transphobie expérimentée au fil des années, ils anticipent des discriminations en contexte médical et des refus de prescriptions des traitements liés à la prévention du VIH. Donc tout cela les pousse à ne pas aller vers les milieux de la santé.
Donc, je partage 2 extraits d'entretien. Premier extrait avec Laurent, un homme trans de 33 ans, qui m'a dit « Les médecins ne savaient pas en fait si je devais prendre les traitements de la PrEP en discontinu ou en continu. Je lui avais dit que j'étais trans pour qu'il sache, mais jamais on m'a posé la question. Les gens, ils pensent pas qu'il y a des personnes trans dans leur consultation. Ça fait un truc en plus qu'on doit gérer. Il part du principe que je suis un mec cisgenre gay, ce qui est quand même problématique, parce qu'au final, si moi, je ne dis pas clairement que je suis trans, ils ne vont pas forcément bien me conseiller. » Fin de la citation. Deuxième extrait d'entretien de Luca, 23 ans, qui m'a dit j'avais peur en fait de me retrouver à prendre un rendez-vous en tant que personne trans. J'ai l'impression de ne pas me retrouver dans les publics ciblés par la prévention du VIH parce que j'ai pas de pénis. J'ai l'impression que la PrEP, c'est pour les hommes cis gays et les femmes trans, travailleuses du sexe. Et du coup, moi, avec mon corps de mec trans, enfin, j'ai peur que les médecins me disent non, mais ça sert à rien. Alors que je sais que je prends des risques. Fin de la citation. Voilà, donc ça c'était la fin. Merci beaucoup.